vertébrale. Là, on passe maintenant à la fracture du col du fémur. Donc, la fracture du col du fémur survient plutôt après l'âge de 70 ans. Malheureusement, c'est une fracture on ne l'aime pas du tout puisqu'on sait que c'est grévé d'une mortalité de 20% dans l'année qui suit la fracture. Et alors certes, les sujets sont âgés, après 80 ans, mais on sait qu'une personne sur deux ne retrouve pas son autonomie. Alors, comment en arrive-t-on là? Pourquoi, quand on vieillit, on perd de la masse osseuse et qu'on devient fragile? Bien, déjà, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 30 ans, on fabrique plus d'os qu'on en détruit. Donc là, c'est vrai qu'avant l'âge de 30 ans, ce serait bien d'avoir une très bonne hygiène de vie et de s'en préoccuper parce qu'on acquiert un certain pic de masse osseuse jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après 30 ans, inéluctablement, on perd de la masse osseuse tous les ans. Alors, tu veux dire que finalement, la fragilité osseuse ne concerne que les personnes de plus de 75 ans? Dans la majorité des cas, c'est vrai, mais il existe des pathologies qui font qu'on peut se déminéraliser ou des médicaments, des pathologies ou des médicaments qui font qu'on peut se déminéraliser un peu plus tôt. Donc, il est vrai qu'au départ, l'ostéoporose, on a toujours dit que c'était une maladie du sujet âgé, puisqu'on connaît l'évolution de la masse osseuse au fur et à mesure du temps. Donc là, j'ai différencié l'os cortical qui se trouve plutôt au niveau du col du fémur, l'os trabéculaire qui se trouve plutôt au niveau des vertèbres. On voit que chez l'homme, au fur et à mesure de l'âge, les deux tissus osseux diminuent de façon à peu près équivalente. Chez la femme, il y a un petit événement supplémentaire qui existe chez toutes les femmes. L'événement, c'est la ménopause qui survient aux alentours de 45-50 ans. Et là, au moment de la ménopause, la femme perd beaucoup d'os trabéculaires, c'est-à-dire perd beaucoup de tissus osseux au niveau des vertèbres. Alors, comment pourrait-on faire ce diagnostic de perte de masse osseuse? Comment peut-on y arriver? C'est grâce à un appareil qui s'appelle l'ostéodensitométrie. C'est en fait un appareil de radiographie. Ce sont des rayons X, donc bien sûr à ne pas proposer aux femmes enceintes. Là, vous voyez, cette dame est positionnée pour faire une mesure au niveau du bas du dos, le rachis lombaire. Et on fait une mesure de masse osseuse grâce aux rayons X. Alors, il faut savoir que c'est 20 fois moins irradiant qu'une radio des poumons, l'ostéodensitométrie. Donc, c'est une technique qui n'est pas invasive, pas de piqûre, pas d'injection. Et on fait deux mesures. Donc là, elle est positionnée pour faire la mesure en bas du dos. Et après, un coussin sera positionné au niveau de ses chevilles pour mettre sa jambe en rotation interne. Et on fera une mesure au niveau du col fémoral ou de la hanche. Et là, pour exemple, je vous ai dit, parce que bien, comme vous avez vu ce diaporama ce soir, vous allez aller voir votre médecin demain et vous allez demander à votre médecin généraliste de vous prescrire une ostéodensitométrie. Donc, Madame D, âgée de 55 ans, elle va le voir avec son résultat et elle lui dit, docteur, que doit-on penser de ce résultat? Parce que j'ai l'impression qu'au niveau du dos, c'est très, très bas. Alors, en fait, quand on mesure la masse osseuse, on mesure la masse osseuse systématiquement sur le col fémoral et sur le rachis, parce que comme je vous l'ai dit, on fait la mesure sur deux qualités osseuses différentes et on prend toujours le résultat le plus péjoratif. Donc là, le plus péjoratif, et plus on descend, plus ça veut dire que la masse osseuse est basse. Et comme vous pouvez le voir, au niveau du rachis lombaire, au niveau du dos, elle a une masse osseuse très très basse, puisqu'on estime qu'à titre personnel, on a une augmentation du risque de fracture pour un traumatisme de faible énergie, dès que le T-score est inférieur à moins 2,5, déviation standard. Là, elle est à moins 3. Alors, elle vient vous voir, elle vous demande, mais est-ce qu'il faut que je me traite de suite parce que je vais me casser? Alors, une densité minérale osseuse basse ne nous permet pas de faire le diagnostic d'ostéoporose. Une densité minérale osseuse basse nous incite simplement à nous dire « Ouh là là, il y a un risque de fracture pour un traumatisme de faible énergie ». Mais il faut éliminer plein d'autres maladies qui peuvent entraîner cette masse osseuse basse. Donc, il faut faire un interrogatoire, un examen clinique, un bilan sanguin, parce que l'ostéoporose est vraiment un diagnostic d'élimination. Alors, d'accord, j'ai bien compris. On fait une densitométrie osseuse, mais pas forcément, seulement si on a des facteurs de risque. Tu nous diras sûrement ça après. Et puis, si le résultat de la densité minérale osseuse est bas, finalement, on n'est pas encore au bout de nos peines. On ne traite pas encore une ostéoporose.
d'après ce que tu nous as dit. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour cette patiente qui a vraiment une densité minérale osseuse basse? Alors déjà, on va l'interroger dans un premier temps pour rechercher si elle a des facteurs de risque de fragilité osseuse et de fracture. Donc on l'interroge pour savoir quel est son âge, si elle est déjà ménopausée, si elle a déjà pris des médicaments au long cours, tels que la cortisone. Il y a des médicaments également pour le cancer du sein qui s'appellent les anti-aromatases. Et chez l'homme, il y a des médicaments pour le cancer de la prostate qui facilitent la perte de masse osseuse. On sait qu'il y a des maladies inflammatoires qui facilitent la déminéralisation osseuse, bon, mais comme les maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie, la spondyloarthrite. Il y a des maladies endocriniennes, l'hyperthyroïdie, ça c'est le plus classique. Et il y a des facteurs de risque aussi dits toxiques, le tabac. Alors, l'alcool est un toxique, mais je vous rassure, c'est l'alcool pris régulièrement, quotidiennement. Donc, on estime que l'homme, il a le droit de boire 3 verres d'alcool par jour sans que ce soit toxique pour son os. La femme, il ne faut pas qu'elle dépasse 2 verres d'alcool par jour. Et donc, une fois qu'on a fait l'interrogatoire pour rechercher les facteurs de risque d'ostéoporose, on prescrit également un bilan sanguin pour éliminer certaines maladies. Donc là, vous pouvez le voir sur la diapositive. Et le but, c'est surtout d'éliminer des maladies endocriniennes, donc des maladies qui s'appellent hyperthyroïdie, hyperparathyroïdie primitive, les maladies de Cushing, le myélome et la fameuse maladie qu'on appelle l'ostéomalacie. Donc, il faut vraiment, avant de parler d'ostéoporose, il faut vraiment qu'on réalise ce diagnostic d'élimination et il faut que ce bilan sanguin soit strictement normal pour qu'on puisse parler d'ostéoporose chez Madame D. Oui, je crois que ça, c'est ce qu'on dit vraiment, en tout cas aux étudiants. Ostéoporose, diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'avant d'en arriver là, comme on l'a vu avec toi jusqu'à présent, il y a pas mal d'étapes. Et notamment, il faut franchir cette étape indispensable qui est d'avoir ce bilan-là strictement normal. Sinon, il faut chercher autre chose. Exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, on lui prescrit le bilan sanguin et le résultat, il tombe. On a un taux de vitamine D qui est, comme vous pouvez le lire, à 5 nanogrammes par millilitre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, nous tous, à l'heure actuelle, alors surtout avec le confinement, on est sûrement un peu bas à cette époque-là de l'année en vitamine D. Probablement qu'on doit être aux alentours de 20 nanogrammes par millilitre. Or, si nous sommes un petit peu fragiles, pour avoir une bonne santé osseuse, on recommande un taux de vitamine D supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Et si en plus on veut avoir une action positive sur le muscle, on dit même qu'il faudrait être à 40 nanogrammes par millilitre. Donc, Madame D, 55 ans, n'a pas d'ostéoporose, comme on aurait pu le croire au départ avec l'ostéodensitométrie. L'ostéodensitométrie a seulement montré qu'il y avait une déminéralisation osseuse, mais elle a en fait ce que l'on appelle, c'est une ostéomalacie, c'est-à-dire un tissu osseux qui est tellement mou parce qu'il n'y a plus de minéral osseux sur les os que le tissu osseux a tendance à se déformer. Alors, j'essaie de vous mettre des exemples sur la diapositive suivante. Vous voyez, avec l'ostéomalacie, les jambes, sous l'effet du poids du corps, comme le tissu osseux devient mou, les jambes, elles deviennent arquées, elles se déforment. Ce que j'aurais pu vous dire aussi, c'est que l'ostéomalacie, c'est égal à rachitisme. Alors, le rachitisme, on le connaît très très bien chez l'enfant. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne dit pas le même mot chez l'adulte? Eh bien, en fait, chez l'adulte, on a fini de grandir. Donc, la carence en vitamine D chez l'adulte n'a pas d'effet sur la croissance. C'est pour ça qu'on différencie l'enfance de l'adulte. On parle de rachitisme chez l'enfant, puisque le tissu osseux est mou, mais en plus, eux ne grandissent plus. Chez l'adulte, le tissu osseux est mou, et donc on a une déformation des membres inférieurs qui sont les membres portants. On a des fractures spontanées. Alors là, je vous ai mis une radio d'une hanche, où on voit qu'il y a déjà une fissure qui existe au niveau de la hanche. Et ça explique pourquoi certaines personnes, alors qu'elles marchent, vous disent « c'est bizarre, c'est vrai que j'avais mal à ma hanche depuis quelques temps, et puis tout à coup, j'ai senti que ma jambe se dérobait, je suis tombée, je n'ai pas pu me relever. » Ça donne également une grosse faiblesse musculaire, l'ostéomalacie. On a beaucoup de difficultés pour marcher. On a une démarche un peu en canard lorsqu'on a une ostéomalacie. Donc, Notre-Dame, elle a cette ostéomalacie par carence en vitamine D, mais il existe 4 autres formes d'ostéomalacie, c'est-à-dire un tissu osseux qui devient mou. Ça peut être par des carences en apport en phosphate. Alors ça, c'est rare dans nos pays parce qu'on est assez bien nourris.
et les carences en phosphore. Le phosphore, ça se trouve dans les produits laitiers et les protéines. Donc en France, ça n'existe pas. Ça peut être induit par certains médicaments. Ça peut être la carence en calcium. Il faut s'en méfier parce qu'à ce jour, il y a une grande mode qui est la non-consommation de produits laitiers, puisqu'on lui attribue plein d'effets toxiques qui, à mon avis, n'existent pas vraiment. Et après, bon, il y a une maladie rare. C'est une enzyme qui fait défaut. Et ça, souvent, on fait le diagnostic dans l'enfance. Là, c'est une scintigraphie osseuse que j'ai trouvé intéressante pour vous le montrer. Donc, la scintigraphie osseuse, on injecte en fait un radiomarqueur qui va se fixer sur l'ensemble du squelette. Et tous les petits points noirs que vous pouvez voir au niveau du grille costal, ce sont des fissures qui sont apparues spontanément à cause de l'ostéomalacie. Et au niveau du bassin, on peut voir également 2 fissures. Donc, la personne a sûrement très, très mal au bassin, ou au niveau des plis inguinaux, parce qu'il y a des fissures qui sont apparues. Et on voit également des fractures vertébrales. Voilà, c'est tous les petits points noirs qu'on visualise sur la scintigraphie osseuse. Et donc, vous pouvez imaginer pourquoi, lorsqu'on a une ostéomalacie et qu'on a un stade avec des fissures multiples, mais les gens sont très, très douloureux et ont beaucoup de mal pour se déplacer. D'accord. À ce moment-là, on a compris qu'on n'avait pas forcément un diagnostic d'ostéoporose quand on a une déminéralisation osseuse. On a compris aussi que c'était intéressant de rechercher cette déminéralisation osseuse quand on a des facteurs de risque. Mais là, pour cette patiente, donc on a vu qu'elle avait finalement une masse osseuse basse. On a trouvé sur son bilan une vitamine D qui est basse, donc on ne peut pas parler d'ostéoporose. Tu nous as expliqué ce qu'était l'ostéomalacie, mais comment peut-on aider finalement Madame D? Alors là, c'est très facile. Madame D, il suffit de lui donner de la vitamine D et ça va guérir tout seul. Alors, où c'est qu'on trouve la vitamine D? Vélo soleil. Bon, à l'heure actuelle, on va dire qu'on n'est pas très, très gâté par le soleil et la sécurité sociale va refuser de rembourser le billet d'avion pour aller aux Antilles. De plus, si elle doit s'exposer au soleil pour fabriquer un taux correct en vitamine D, elle pourrait développer aussi le mélanome. Bon, on va trouver une autre solution. On va se dire qu'on va manger de façon équilibrée. Alors, si jamais on devait avoir un apport correct en vitamine D et manger ce qu'il faut pour faire monter ce taux, il faudrait en moyenne 22 jaunes d'œufs par jour, 5 plaquettes de beurre de 250 grammes. Et là, je vais être accusée de faire grossir et de faire monter le cholestérol. Il y a la solution un peu plus naturelle qui est la cuillère d'huile de foie de morue, mais beaucoup vont me dire c'est dégoûtant, c'est pas possible, j'en ai eu dans mon enfance, je refuse. Donc la solution la plus simple. Alors pour les amateurs, là tu as oublié, mais on pourrait aussi faire les 12 portions de girolles. Ah oui, 12 portions de girolles, il faut les trouver. On va me dire que c'est le porte-monnaie. Et donc, pour ceux qui vivent dans le Médoc ou dans les contrées à la campagne, ils peuvent ramasser les girolles. En tout cas, des choses beaucoup plus simples et qui ne coûtent pas très cher, mais qui en plus sont remboursées par la sécurité sociale. Alors là, je vous ai mis illustration d'ampoules de vitamine D. Donc, il y a des ampoules qui peuvent se prendre une fois par mois, d'autres qui ont des dosages pour être prises tous les 2 mois, ou enfin des gouttes qui se prennent quotidiennement. Donc ça, c'est un petit peu, ça, on décide la supplémentation en fonction des gens qui sont avec nous pour savoir ce qui est le plus facile à prendre. Il y a une chose de sûre avec cette vitamine D, c'est qu'une fois qu'on aura rétabli un taux normal, il ne faudra jamais l'arrêter parce que par expérience, quand le taux s'est normalisé et qu'on l'arrête à nouveau, on sait que le taux va rediminuer à nouveau. Donc, on propose après de maintenir une supplémentation en vitamine D tout au long de sa vie. Alors, il n'y a pas, dans la pratique générale, pour que l'os devienne solide, et c'est ce qu'on dira aussi à Madame D, que ce soit une ostéomalacie ou une ostéoporose, on dira qu'il y a des mesures hydrodiététiques à mettre en place, tout simplement. D'abord, avoir une alimentation équilibrée pour avoir une alimentation riche en calcium. On sait qu'il faut à peu près 1200 mg de calcium par jour. Il faut une portion de protéines par jour, donc de viande, de poisson, les légumes secs. Bien sûr, on supplémente en vitamine D. On va vous dire d'arrêter le tabac et l'alcool. Bon, l'alcool, avec les fêtes de fin d'année, vous avez quand même le droit de boire un petit verre avec les amis et la famille. Enfin, cette année, avec modération, c'est compliqué. Une activité physique régulière. Alors là, il faut savoir que le fait de faire travailler le muscle améliore l'architecture osseuse, mais améliore aussi votre équilibre. Et plus votre équilibre sera bon, moins il y aura de risque de chute. Donc, les exercices tels que le yoga, le pilates ou le tai chi sont vraiment des activités physiques reconnues
diminuant le risque de fracture puisque ça améliore l'équilibre. J'ai une petite question subsidiaire qui m'est venue là quand on a discuté de ça. Est-ce que, du coup, là, en plus, tu nous as dit on doit être à peu près à 20 en ce moment à cause du confinement et puis du manque de soleil. Est-ce que, du coup, il faut tous qu'on court se faire doser la vitamine D finalement? Alors, je pense qu'il n'est pas utile de se faire doser la vitamine D, mais demandez à votre médecin de vous prescrire des ampoules à prendre en cette période hivernale. Il n'y aura aucun risque de surdosage. Vous pourriez même prendre une ampoule par mois pendant toute cette période hivernale. Vraiment aucun risque de surdosage. Donc on pourrait finalement prendre directement les ampoules. Exactement. Avec les bénéfices que ça pourrait nous apporter. Et on lutte contre les facteurs de risque de chute. Donc, on va demander souvent de nettoyer, on appelle ça nettoyer l'ordonnance, c'est-à-dire que s'il y a des somnifères, des diurétiques, on va voir si on peut les arrêter, parce que quand les gens ont envie de faire pipi la nuit et qu'ils sont sous l'effet du somnifère, il y a un gros risque de chute. On va proposer également d'enlever les tapis à la sortie du lit pour ne pas s'entraver dedans. Donc, voilà, c'est des choses qui paraissent évidentes, mais c'est intéressant de le faire parce qu'on ne s'imagine pas le nombre de personnes qui se prennent les pieds dans le tapis et chutent la nuit et n'arrivent pas à se relever. Donc là, cette diapositive pour vous dire, voilà, vous donner des petites astuces parce que les produits laitiers, il y a sûrement plein de dames qui disent, oh là là, les produits laitiers, c'est compliqué, j'ai du cholestérol, j'ai pas envie de grossir. Bien, il y a des eaux minérales qui sont riches en calcium, c'est 0 calories. Et ça, ces informations, vous pouvez tout à fait les retrouver sur un site en tapant sur un moteur de recherche GRIO, qui veut dire Groupe de recherche et d'information sur l'ostéoporose. Il y a plein d'infos sur l'alimentation, qu'est-ce que l'ostéoporose, sur les mesures à prendre pour faire une activité physique régulièrement. On peut le faire. Je ne sais pas si ça marche. Oui. Ah oui, ça c'est la suite des aliments qui sont intéressants, riches en calcium. Mais il y a également des documents sur comment rester actif pour protéger nos os et quels sont les dangers à éviter, notamment à la maison. Donc, on connaît l'effet osseux de la vitamine D. Pourquoi on veut un taux supérieur à 30 nanogrammes par millilitre? Parce que c'est là que notre tube digestif optimise l'absorption du calcium. C'est-à-dire qu'on optimise ce qu'on mange et c'est avec ce taux à 30 nanogrammes par millilitre qu'on absorbe le mieux. Et pour rappel, ça a une action positive sur le muscle également, puisque quand on a un taux supérieur à 40 nanogrammes par millilitre, on améliore la force musculaire. Il y a également d'autres effets qui sont rapportés avec la vitamine D, qui sont la diminution d'infections bactériennes au niveau du poumon. Donc, la diminution d'infections bactériennes au niveau du poumon. Et il semblerait que cela aurait aussi une action positive pour réguler la tension artérielle. Alors, je dis bien il semblerait parce que là, il y a encore des choses à prouver. Que ça aurait aussi, ce qui a été démontré, c'est que les gens qui avaient un taux normal en vitamine D faisaient peut-être moins de cancer du sein, moins de cancer de la prostate et moins de cancer du côlon. Bon, c'est une panacée en fait. Ça paraît miraculeux. Non, mais je pense que c'est peut-être dommage de s'en priver quand on connaît le coût, la facilité de prise. Et alors, j'ai vu sur ta petite roulette des aliments, c'est quand même bien fait parce que le calcium et la vitamine D sont souvent présents dans les mêmes aliments. Par exemple, le beurre, le lait. Alors bon, évidemment. Oui, et après, il y a la sardine et l'anchois, il faut y aller. Bon, ok, d'accord. Mais sinon, effectivement, les ampoules, d'accord. Et puis, tu disais les gouttes à prendre tous les jours, éventuellement pour les gens qui préfèrent un traitement régulier. C'est ça, il y a des gouttes à prendre tous les jours. Alors, je sais qu'en parapharmacie, il y a pas mal de choses qui sont vendues, riches en vitamine D. Parfois, ça coûte un petit peu cher et c'est pour ça que je propose plutôt ce système de gouttes ou d'ampoules. Du cholécalciférol, c'est remboursé par la sécurité sociale. Et si jamais même vous deviez payer cela, c'est 1,50 € l'ampoule. Alors que les produits en parapharmacie, j'ai l'impression que ça coûte à peu près entre 20 et 30 € par mois. Alors, notre ancien maître, le professeur Banvart, disait toujours qu'il fallait prendre la vitamine D pendant les repas et surtout pas à jeun. Oui, effectivement, la vitamine D, c'est lipophile, c'est huileux, et c'est mieux absorbé. Alors, le top du top, c'est si on prend la vitamine D et en même temps du pain avec du beurre, là, on l'absorbe beaucoup mieux. D'accord, donc surtout pas à jeun le matin. Surtout pas à jeun le matin. Sinon, ça ne sert à rien. Exactement. C'est ce qu'il nous disait. Donc, les petits messages à retenir. Quand est-ce qu'on peut penser au dépistage de la fragilité osseuse? Bien, déjà, si vous présentez une fracture pour un traumatisme de faible énergie,
c'est-à-dire une chute de votre hauteur. Vous avez envie de nettoyer le jardin, d'arracher les mauvaises herbes, vous êtes accroupi, vous tombez sur les fesses, hop, fracture vertébrale. Ça, c'est une fracture ostéoporotique. Il y a des pièces osseuses qui ne sont jamais des fractures ostéoporotiques. Ce sont les doigts, les orteils, le crâne, le rachis, le cou, les vertèbres du cou ne sont jamais ostéoporotiques. Il faut faire un dépistage lorsque vous avez des médicaments facilitant la fragilité osseuse. Et les médicaments sont les corticoïdes, les anti-aromatases que l'on prescrit dans le cancer du sein ou certains médicaments que l'on prescrit dans le cancer de la prostate. Il ne faut pas hésiter également à faire ce dépistage lorsque vous constatez que vous perdez de la taille. Donc, il est intéressant de surveiller votre taille et votre toisée. Et je pense que ce serait intéressant également de faire ce dépistage chez la femme ménopausée et l'homme de plus de 60 ans lorsqu'il y a des maladies telles que la sclérodermie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite. Et retenir que toute fragilité osseuse n'est pas synonyme d'une ostéoporose. Il faut d'abord éliminer d'autres maladies qui facilitent la fragilité osseuse. Et donc, ne pas hésiter à embêter un peu votre médecin, votre rhumatologue, pour ne pas s'arrêter finalement à ce diagnostic un petit peu, on ne va pas dire de facilité, mais peut-être en tout cas certainement d'élimination. Et l'ostéoporose, c'est tout à fait possible, mais ça peut être vraiment autre chose. Et donc, une fragilité osseuse peut en cacher une autre. Donc, avant de se lancer dans un traitement de l'ostéoporose, il faut avoir vérifié qu'on n'a pas autre chose, et notamment une ostéomalacie, parce qu'on pourrait plutôt aggraver les choses si on mettait en place un traitement d'ostéoporose sur fond d'ostéomalacie. Il est interdit, il est vivement déconseillé de donner un traitement anti-ostéoporotique lorsqu'on a une ostéomalacie, parce qu'on pourrait aggraver la fragilité osseuse. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'il y a encore du monde à l'écoute. Et donc, on va passer, on avait collecté déjà, grâce à Laurence, des questions que vous aviez posées auparavant. Donc, on va essayer d'y répondre. N'hésitez pas à continuer à en poser dans le chat, et puis on passera aussi à ces questions-là. Donc, on va essayer d'y répondre toutes les deux. On va essayer de grouper un petit peu les questions par thème, parce que les questions ont été posées un petit peu avec des thématiques. Et donc, il y avait des questions, par exemple, sur le traitement. Donc, des questions sur doit-on prendre du calcium? Donc, on a déjà un petit peu répondu, mais peut-être on peut synthétiser un peu les messages. Doit-on prendre du calcium? L'ampoule de vitamine D, à quel rythme doit-on la prendre, etc. Donc, le calcium, si vous avez une alimentation grosso modo avec au moins 3 produits laitiers par jour, il n'est pas utile de prendre des comprimés de calcium. Il est vrai que nous, on privilégie l'alimentation parce que les comprimés de calcium ne sont pas toujours très bien tolérés sur le plan digestif. Ça peut constiper. Et je sais que lorsqu'on a une sclérodermie, on a déjà tendance à avoir un tube digestif un petit peu fragile. Donc, on privilégie l'apport calcique par le biais de l'alimentation. Donc, s'il y a 3 produits laitiers, il n'est pas intéressant de prendre les comprimés. L'ampoule de vitamine D, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu, ça on choisit avec vous. On choisit, soit c'est des gouttes tous les jours, soit c'est une ampoule par mois, soit une ampoule tous les 2 mois. Il y a différents dosages qui nous permettent de réaliser ce rythme. Et alors, plus spécifiquement, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas parlé pendant la présentation. Est-ce que tu peux nous faire, alors c'est un peu compliqué, mais une petite synthèse finalement, si on a cette fois-ci éliminé toutes les causes d'autres fragilités osseuses et on part vraiment sur une ostéoporose, quel traitement finalement tu nous conseillerais? Ah oui, alors là, c'est peut-être... je vais essayer de ne pas être embêtante alors, parce que c'est vite embêtant. Donc, chez la femme de moins de 60 ans, il y a un médicament qui s'appelle le raloxifène, Evista ou Optruma, c'est un nom un peu barbare. On dit que c'est un anti-hormonal. Ça, c'est prescrit que chez la femme ménopausée, ce médicament-là, qui a démontré qu'il diminuait le risque de fracture de vertèbres. Mais il a un effet surtout très intéressant chez la femme. Il a un effet extra-osseux très intéressant puisqu'il diminue le risque de cancer du sein hormonodépendant. Mais ça, on le réserve aux femmes de moins de 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais démontré son efficacité pour les fractures du col du fémur. Les bisphosphonates, c'est une grosse famille de médicaments, c'est la plus grosse famille de médicaments. Enfin, je dis grosse famille, mais en fait, il y a 3 molécules. Il y en a 2 qui se prennent par voie orale, le matin à jeun, et il existe une perfusion par an.
Et après, il existe un autre médicament qui se fait en piqûre sous-cutanée tous les 6 mois. Celui-là, il est facile à administrer, qui s'appelle le Prolia. Et enfin, il y en a un autre. Alors, donc, tous ceux que je vous ai énumérés là, ce sont des médicaments qui, en fait, empêchent les cellules de dégrader l'os. Et enfin, il en existe un autre qui s'administre tous les jours, mais qui n'est remboursé que s'il y a déjà 2 fractures vertébrales. Et c'est le seul médicament qui permet de fabriquer de l'os, qui stimule les ostéoblastes. Et celui-ci s'appelle le Forsteo ou Mobinia. Alors, vous l'avez compris, il n'y a pas de bons ou de mauvais médicaments contre l'ostéoporose. En fait, il en existe plusieurs types. Et ça ne peut être qu'une discussion finalement avec votre médecin, puisque ça va dépendre finalement de la case dans laquelle on peut, entre guillemets, vous placer, c'est-à-dire est-ce que vous avez plus ou moins de 60 ans, est-ce que vous avez déjà ou non fait des fractures vertébrales, est-ce que vous avez tel ou tel antécédent ou non, etc., etc. Est-ce que vous êtes une femme ou un homme? Donc c'est pour ça que finalement, à chaque fois, c'est à nouveau une petite discussion. Et donc, en revanche, vous voyez qu'on a un éventail assez intéressant de molécules qui marchent très très bien. Alors, doit-on en prendre plus? Alors, on a compris que c'était la vitamine D. Oui. Doit-on en prendre plus en ce moment? Car vivement conseillé pour mieux lutter contre le coronavirus. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui est démontré en tout cas, c'est que le fait d'avoir un taux correct en vitamine D, de ne pas être carencé en vitamine D, permet de lutter contre les surinfections pulmonaires. Et donc, c'est peut-être là que, par les temps actuels, il semblerait qu'on ferait peut-être moins de formes graves de pneumopathie alors qu'on a le coronavirus. Si on est bien, tu veux dire si on est bien équilibré en vitamine D, pas forcément voilà. Parce qu'on a pris plein d'ampoules, mais oui, si vous êtes déjà bien... c'est pas la peine d'en prendre plus. Et en plus, tu l'as dit, avec le confinement, etc., et le manque de soleil, de toute façon, ça peut être intéressant. Donc je pense qu'en majorité, vous pouvez vous en faire prescrire. Vous ne pouvez pas avoir de surdosage. Alors, j'ai de l'ostéoporose, je prends du risidronate, de l'Orocal et du vitamine D. Dois-je poursuivre tous les jours? Souvent, on dit qu'il faut faire des pauses. Alors, les comprimés d'Orocal, comme je vous l'ai dit, ça, vous pouvez le continuer tous les jours si vous le supportez bien et si vous ne mangez vraiment pas de produits laitiers parce que vous n'aimez pas ça. Donc là, oui, c'est légitime de prendre de l'Orocal. Si vous ne le supportez pas, que ça donne des troubles digestifs, vous en parlez à votre médecin pour voir ce qu'on peut faire. La vitamine D3, bien sûr, ça, je pense que c'est au long cours, c'est toute sa vie que vous pouvez le continuer. Quant au risidronate, celui-ci, effectivement, c'est le traitement anti-ostéoporotique. Et celui-ci, on propose de le prendre 4 à 5 ans et de faire des pauses thérapeutiques parce qu'on se demande si, lorsque le risidronate est pris au-delà de 5 à 7 ans, on se demande si ça ne pourrait pas engendrer, au contraire, des fractures atypiques, des fractures parce qu'en fait, l'os deviendrait tellement rigide et dur qu'il pourrait casser pour des traumatismes de faible énergie. C'est un peu l'histoire du roseau et du chêne. Il faut que l'os sache garder une certaine souplesse pour rester solide et il faut éviter les excès. Et il a été décrit dans la littérature chez des gens qui avaient pris du risidronate au long cours, des fractures comme ça un petit peu atypiques par un os qui était devenu beaucoup trop dur. Alors, je complète un petit peu cette question parce que j'avais enlevé cette partie et il y a plusieurs questions là-dessus. Ouais. Sur la vitamine K2, moi, je n'en prescris pas dans ce cadre. Alors, quelle est ton opinion là-dessus? La vitamine K2, c'est en fait que la vitamine K est un cofacteur de la vitamine D pour améliorer la masse osseuse, mais je suis un peu sceptique parce que je ne pense pas qu'on soit déficitaire. On ne le dose pas d'ailleurs, donc je ne suis pas sûre, en tout cas ça ne peut pas faire de mal, ça c'est sûr, mais je ne suis pas sûre non plus de son utilité. D'accord. Okay. En l'état actuel de nos connaissances. La vitamine K, normalement, est bien apportée par notre alimentation. Essentielle, c'est un facteur de coagulation qui est vraiment essentiel. Et donc, normalement, on se rend compte assez rapidement si on en manque. Effectivement. Exactement. Alors, y a-t-il plus de fragilité osseuse chez les sclérodermiques? Très rapidement, parce que tu as déjà un petit peu répondu. En fait, il y a effectivement des facteurs de risque qui sont accrus chez les patients sclérodermiques parce que déjà, on peut avoir eu un petit peu de traitement par corticoïdes et les corticoïdes font partie des médicaments, des molécules qui peuvent accélérer un petit peu la fragilité osseuse.
Et quand on a une sclérodermie, on peut avoir aussi un fond inflammatoire. Et on sait que, tu l'as dit tout à l'heure, toutes ces maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite et aussi la sclérodermie, peuvent entraîner finalement une résorption osseuse, donc une fragilité osseuse un petit peu accélérée. Donc, il faut de toute façon rechercher cette fragilité à partir d'un certain âge, mais comme tu l'as dit, encore plus chez les patients qui ont une sclérodermie. Donc, on a répondu dans le même temps à la deuxième question, finalement, sur la cortisone. Et alors là, il y a des questions, une question un petit peu plus difficile. Est-ce que les calcifications tendineuses et atteintes musculaires ont une incidence avec l'ostéoporose? Comment soulager ça? En fait, la question là, c'est entre le lien finalement entre les calcinoses qu'on peut voir dans la sclérodermie et puis l'ostéoporose, quoi. Alors, il n'y a aucun lien entre la calcinose. Ce n'est pas parce qu'on a une calcinose qu'on fera de l'ostéoporose. Il n'y a aucun lien qui a été démontré. Ce n'est pas le même mécanisme. Rien n'est intriqué. L'atteinte musculaire, est-ce que ça a une incidence sur l'ostéoporose? Alors, ça peut avoir une incidence si l'atteinte musculaire empêche de marcher et empêche d'avoir une activité physique. Donc, lorsqu'on devient sédentaire, effectivement, on a tendance à présenter une déminéralisation osseuse. La petite subtilité aussi, c'est que l'ostéoporose ne fait pas mal, sauf quand ça casse. Donc là, je suppose que la question, c'est plutôt comment soulager les calcifications tendineuses et les douleurs musculaires. Alors, je suppose que ça doit être Oui, ça. alors là, ça va dépendre exactement de la question, effectivement. Et là, c'est toute une autre question sur les calcifications. On en avait parlé lors de la dernière conférence, effectivement, plutôt axé éventuellement sur des anti-inflammatoires si on les supporte ou des infiltrations. Mais effectivement, l'ostéoporose en elle-même, et ça c'est très important de le rappeler, le fait d'avoir une fragilité osseuse ostéoporotique n'est pas douloureuse en elle-même. Tandis que l'ostéomalacie, tu l'as expliqué tout à l'heure, par plein de mécanismes, notamment les microfractures, et puis aussi par l'atteinte musculaire, tout ça peut entraîner effectivement des douleurs un petit peu diffuses. Et ça me permet d'enchaîner sur la question qui est située ici. Est-ce que l'atteinte par ostéoporose peut s'ajouter à l'ostéomalacie? Effectivement, les deux peuvent coexister, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être plutôt finalement une ostéoporose qui est déjà présente et qui existe chez quelqu'un, qui peut être encore finalement aggravée par une ostéomalacie, peut-être par carence en vitamine D par exemple. Oui. Et c'est là que c'est vraiment fondamental de faire les choses dans l'ordre. D'abord, supplémenter la carence en vitamine D et ensuite s'intéresser finalement à l'ostéoporose s'il en existe une. Parce que l'ostéomalacie, effectivement, est guérie. Il suffit qu'on la supplémente et elle guérit. Alors, on avait eu vraiment plein de questions, comme vous le voyez. Un médecin m'a dit un jour, vous avez de l'arthrose, vous ne risquez pas d'avoir de l'ostéoporose. Qu'en pensez-vous? Alors, ça, c'est une mauvaise... Reste déontologique, attention. Non, ça, c'est en fait, c'est biaisé. Pourquoi? Parce que c'est une fausse idée, en fait, mais qui existe toujours et qui pourrait être légitime. Tout simplement parce que lorsqu'on a de l'arthrose et qu'on fait l'ostéodensitométrie, l'arthrose surestime les chiffres au niveau de la masse osseuse. Et on est faussement rassuré, alors qu'il peut très bien y avoir de l'ostéoporose dessous, en fait. Tout simplement parce que comme on a des becs de perroquet, les images se surajoutent lorsqu'on fait une mesure et on a une masse osseuse qui paraît normale alors qu'en fait, c'est de l'arthrose. Voilà, c'est de l'arthrose. Et donc, ça fait qu'on ne voit pas l'ostéoporose qui est dessous. Et finalement, l'arthrose, ça construit de l'os en dehors de l'os, donc pas exactement là où on devrait renforcer l'os. Donc finalement, c'est une image, mais ce n'est pas intéressant sur la solidité des vertèbres. Voilà. C'est le piège. Alors, les calcinoses se développent-elles en raison d'un excès de calcium? Non, ça, on l'a déjà abordé. C'est des voies complètement différentes qui sont activées. Et malheureusement, pour l'instant, les traitements des calcinoses sont encore très, très difficiles, même s'il commence à y avoir des essais intéressants qui sont en cours. Alors, les armes non chimiques pour améliorer nos os, ça, on en a parlé assez longuement. Oui. Donc là, je crois que tu as bien répondu. Et puis ensuite, prise annuelle de bisphosphonate. Donc là, on revient sur pendant combien d'années,
Quelles sont les pratiques? Alors, prise annuelle de bisphosphonate, donc je suppose que ça doit être la perfusion, une perfusion par an. Oui. On fait ça pendant 3 à 5 ans en moyenne. Puis après, on fait une pause thérapeutique et si on voit que l'os se redéminéralise à nouveau au bout de 2, 3, 4 ans, on peut refaire une cure. Très bien. Donc là, je prends de la vitamine D3. Peut-on en guérir? Donc je pense de la fragilité osseuse. Alors, peut-on guérir de la fragilité osseuse? On peut en tout cas diminuer le risque de fracture et c'est ça qui est le plus important. C'est tout mettre en place pour diminuer ce risque de fracture. Et quand je parle de tout mettre en place, alors non seulement il y a le traitement, la vitamine D, mais également toutes les mesures hygiéno-diététiques à côté. Guérir de l'ostéoporose, je pense que de toute façon, lorsqu'on vieillit, eh bien, malheureusement, le vieillissement fait que nous sommes tous concernés quand même par une certaine fragilité, qu'elle soit osseuse, cardiaque. Donc, c'est toujours compliqué de parler de guérison d'ostéoporose ou de fragilité osseuse. On peut guérir de l'ostéomalacie, oui. Mais d'une fragilité osseuse, c'est un peu plus difficile quand on est âgé. Voilà, on peut améliorer les choses en tout cas. On améliore les choses, oui. Et surtout, et c'est vraiment ce qui finalement va être intéressant, parce que les chiffres de densitométrie osseuse, effectivement, ça paraît être un but, mais le vrai but que vous devez tous avoir en tête, c'est réduire le risque de fracture. Et donc ça, oui, avec les traitements, on peut vraiment réduire le risque de fracture. Tout à fait. Et ne pas fracturer. Toutes les questions sont très pertinentes, hein. Vraiment, on a plein et très abondantes. Donc à la scintigraphie osseuse d'octobre, on m'a découvert une hyperfixation sur la 8e côte gauche. Depuis, on m'a fait une radio grille costale qui ne montre aucune fracture. Je dois passer un scanner très bientôt. Qu'en pensez-vous? D'abord, Nadia, il me semble que tu n'as pas cité les fractures de côte dans les fractures qui n'étaient pas ostéoporotiques. Donc, les fractures de côte peuvent être ostéoporotiques. Hein. Exactement. Alors, peut-être qu'au niveau du grille costal, ils ne l'ont pas retrouvé parce que c'était simplement une fissure. Oui, voilà, le grille costal n'est pas très bon pour voir les fissures justement, hein, ce qu'on a montré tout à l'heure. Par exemple, sur la scintigraphie osseuse qu'on vous a montré tout à l'heure, potentiellement, le grille costal était strictement normal, alors qu'on vous a montré qu'il y avait plein de fractures. Donc, la scintille est un bon examen pour ça. Là, tout à fait, oui. Et le scanner? Alors, le scanner, c'est un très bon examen, mais je ne sais pas si c'est juste pour une fissure de côte. Est-ce qu'il va apporter quelque chose de supplémentaire? Je pense que ça n'amènera peut-être rien de supplémentaire. Je pense que simplement sur la scintigraphie, on peut déjà dire qu'il y avait une fissure de côte. Une fissure de côte. Bon. Ça complétera et on verra un peu mieux l'image de la fissure. En tout cas, ça peut être logique que ce ne soit pas vu au grill. Alors, optimiser l'alimentation, ça, je crois qu'on en a bien parlé, les bonnes pratiques. On ne va peut-être pas revenir dessus. Alors, ici, fracture de pouce. Alors ça, vraiment, je crois qu'il faut bien revenir dans le fait que, tu l'as bien dit, les fractures de doigts ne sont pas ostéoporotiques. Hein. Oui. Donc ça, c'est des fractures qui sont liées à d'autres mécanismes et on ne peut pas du tout le faire rentrer dedans. Alors, en revanche, traitement préventif, alors on va comprendre peut-être traitement préventif des fractures. Eh bien là, c'est difficile de répondre sur cette question puisque la fracture du pouce, réellement, n'est pas une fracture ostéoporotique. Donc, en fait, la réponse là serait y a-t-il réellement une fragilité osseuse? Et voilà. Alors après, une guérison qui a duré presque un an, il peut y avoir... Les doigts, c'est compliqué. Voilà. Souvent, ça reste raide. C'est vrai que la guérison des fractures au niveau des doigts, c'est parfois pas toujours facile. Donc là, je pense que voilà, il ne faut pas forcément envisager d'emblée un traitement préventif, mais plutôt réellement rechercher une fragilité osseuse sous-jacente. Alors, intervention, fibrillation auriculaire, cancer du sein, traitement Femara, donc dans les suites, hein, tu en as parlé un petit peu. Les anti-aromatases. Voilà. Ostéodensitométrie, donc en 2019, limite ostéoporose colfémorale, le fameux T-score dont on a parlé tout à l'heure, moins 2,8. Ma rhumatologue me conseille Prolia. Alors, y a-t-il un risque avec sclérodermie systémique? Donc là, effectivement, il y a une augmentation du risque de fracture ostéoporotique puisque l'ostéodensitométrie en 2019 montrait déjà une masse osseuse basse. En plus, par-dessus, on rajoute du Femara et on sait que durant les 2 premières années de Femara, on aggrave la perte de masse osseuse. Donc, il est complètement légitime d'aller traiter avec un traitement, de donner un traitement anti-ostéoporotique. Alors, bien sûr, je suppose que le bilan biologique était normal. Et oui, vous avez bien compris maintenant, hein, il faut absolument faire le bilan biologique avant de parler d'ostéoporose. Voilà. Et donc, le Prolia, c'est un très bon traitement
que je trouve pratique en plus parce que ce n'est pas contraignant. C'est juste une injection sous-cutanée tous les 6 mois. Alors, il y a eu quelques questions à certains moments. Et ce n'est pas contre-indiqué avec la sclérodermie systémique. Et ni avec l'antécédent de cancer du sein. Et alors, absolument pas d'ailleurs. C'est même un traitement qui peut être utilisé alors à des doses beaucoup plus importantes au décours de certains traitements de métastase osseuse. Donc, il n'y a aucune... ce serait même plutôt protecteur, en fait, pour éviter des complications. Donc, il y a une action préventive avec le Prolia ou les bisphosphonates. Ce n'est pas la même famille, mais les deux. Il y a une action préventive pour éviter de perdre encore de la masse osseuse, d'avoir des fractures. Mais ça pourrait être aussi une ceinture de sécurité pour diminuer le risque d'adhésion de cellules agressives sur l'os. D'accord, donc vraiment une bonne indication dans ce cas. Oui. Il y avait eu des discussions à un moment donné sur le risque de récidive ou d'aggravation même de fragilité osseuse à l'arrêt du Prolia. Est-ce que tu peux en dire un petit peu? Oui, alors c'est quand on dit tout, hein, on ne cache rien là, hein, vraiment. Lorsque le rhumatologue envisagera de stopper le Prolia, il faudra verrouiller le gain de masse osseuse avec un bisphosphonate parce qu'à l'arrêt du Prolia, tout ce que vous avez gagné sera perdu au bout de entre 6 mois et 1 an après l'arrêt du traitement. Donc, c'est pour ça que quand on fait un traitement, une séquence thérapeutique par Prolia, il faut déjà anticiper le fait qu'à son arrêt, il faudra faire un relais par un bisphosphonate. Alors, Dominique, Laurence, j'ai arrêté le partage. Je suis passée sur les questions du chat. Est-ce que vous nous autorisez encore à répondre à quelques questions ou est-ce qu'il faut qu'on arrête? Qu'on arrête. Non, vous pouvez continuer. On peut continuer. On a toute la nuit, c'est ça qu'on a. Tant qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, ça va. Je reprends le chat par malheureusement les dernières questions, hein, parce que c'est comme ça que je l'ai. Alors, y a-t-il des laits plus riches que d'autres en calcium? Et quid du calcium d'origine végétale? Est-ce qu'il est aussi bien assimilé, on va dire, sur le plan justement de l'absorption calcium à partir du lait végétal? Alors, je vais rester malheureusement très basique. Le lait le plus riche en calcium, c'est quand même le lait de vache. Et le lait de jument, tu avais déjà entendu parler? Non, le lait de jument, je ne connaissais pas. Bon. Mais il faudrait que je regarde, tiens, parce que je ne connaissais pas. Après, oui, moi j'ai tendance à rester assez classique. Par contre, le calcium d'origine végétale, il semblerait qu'il soit moins bien absorbé au niveau du plan digestif. Donc, celui-ci, je suis un peu plus gênée. Mais après tout, c'est ce que je dis aux gens, s'il y a des laits que vous aimez, il faut aussi se faire plaisir quand on mange. Au lieu de ne pas avoir de calcium du tout, il vaut mieux privilégier dans ce cas-là le calcium d'origine végétale. Mais ce n'est pas optimal. Il y a des fromages qui sont parfaits et les meilleurs fromages pour une bonne absorption digestive, c'est tous les fromages tels que le comté, le gruyère. Donc, sur les pizzas, les pâtes, c'est pas mal. Hein, je crois que tout le monde aime ça. Voilà. Alors, j'ai une question sur est-ce que la chimio utilisée pour une autogreffe de sclérodermie ou l'autogreffe en elle-même a pu provoquer l'ostéoporose et puis ménopause depuis l'autogreffe? Effectivement, là, la réponse, elle est vraiment double et même triple. Là, il y a le combo complet. Déjà, les traitements utilisés au cours de l'autogreffe peuvent avoir une certaine agressivité pour l'os. Donc, d'emblée, il y a déjà quand même une agression qui est faite au moment de l'autogreffe. L'autogreffe en elle-même peut entraîner de la fragilité osseuse également. Et puis, s'il y a une ménopause, alors ça dépend à quel âge, du coup, est la ménopause, mais plus précoce est la ménopause, plus le risque de fragilité osseuse secondairement est présent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez peu abordé dans les principes des autogreffes, mais il devrait vraiment y avoir un bilan osseux complet qui est fait à ce moment-là. En amont, un petit peu comme on le fait sur les patients qu'on va mettre sous forte dose de corticoïdes, par exemple, on fait tout le bilan avant et ensuite on essaie de refaire le bilan après la fin du traitement pour voir si on a vraiment acquis une fragilité osseuse ou non et mettre en place donc les traitements adaptés. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'il faut suivre.
Il y a une question sur nécrose de la Oui. mâchoire, Alors, les bisphosphonates nécroses et de la prolia. mâchoire. Alors, la nécrose de la mâchoire, on n'en parle que depuis qu'il y a les traitements, mais la nécrose de la mâchoire existait déjà bien avant. C'est lorsqu'il faut arracher une dent ou poser un implant. C'est un risque qui existe, qui est très exceptionnel. Donc, chez toute personne indemne de traitement de base, le risque existe, même s'il est exceptionnel. Et ça existe plutôt chez les personnes qui ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Donc, ce risque existe surtout chez les gens en fait, qui ont des petits foyers infectieux dans l'os de la mâchoire. Et lorsqu'on est sous bisphosphonate ou sous Prolia, ce risque reste encore exceptionnel, mais il est légèrement augmenté. C'est pour ça que l'on recommande d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour pouvoir instaurer ce type de traitement. Quoi dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Donc, en fait, il faut savoir que avant d'initier ces médicaments-là, on propose aux patients de revoir le chirurgien dentiste pour soigner les éventuels foyers infectieux. Et si jamais vous êtes déjà sous médicaments et qu'il faut arracher une dent, bien sûr, ce n'est pas une contre-indication d'aller arracher la dent. S'il y a des soins dentaires à réaliser alors que vous êtes sous bisphosphonate, il faut que les soins dentaires soient réalisés. Donc nous, on travaille ici vraiment étroitement avec les dentistes, à tel point que maintenant, depuis cette année, nous avons une petite innovation. Nous avons dans le service une salle spéciale avec un fauteuil de dentiste. Donc dans notre hôpital de jour, pour les patients sclérodermiques, on peut même intégrer une visite avec le dentiste spécialisé. Je crois que c'est vraiment une discussion qui doit être menée à plusieurs et avec le spécialiste pour que, voilà, que ça soit fait, les décisions soient prises ensemble. Après, c'est tous les matins, j'ai mal au coude, est-ce que c'est de l'ostéoporose? Donc non, comme on le disait, l'ostéoporose, c'est une maladie insidieuse qui ne fait pas mal jusqu'à ce qu'il y ait une fracture. Alors ensuite, je suis intolérante aux produits laitiers. Est-ce qu'on peut se suffire finalement de la prise de vitamine D? Et puis ensuite, il y avait la question sur la vitamine K, mais ça, on l'a déjà répondu. Alors non, il faut absolument amener du calcium. Donc dans ce cas-là, s'il y a une intolérance aux produits laitiers, on propose des comprimés de calcium parce qu'il faut de la matière première pour fabriquer de l'os. La vitamine D est là pour faciliter l'absorption du calcium au niveau du tube digestif et stimuler sa fixation sur l'os. En quelque sorte, il faut se dire que le tissu osseux, il y a une charpente, c'est du tissu des protéines. Et pour le renforcer, il y a des tuiles qui se posent dessus. Et là, c'est le calcium et le phosphore. Ce sont des minéraux. Donc, il faut absolument amener du calcium pour avoir un tissu osseux solide. Voilà, la vitamine D seule ne suffit pas. Et les os riches en calcium dont tu as parlé tout à l'heure? Voilà, ça peut être une solution aussi. Les os riches en calcium, l'épar, la courmayeur, ce sont les plus riches. Et la contrex. Voilà, je continue à chercher. Insuffisance rénale et traitement de fond de l'ostéoporose. Ah, sa grande question. Alors là aussi, en fonction du stade d'insuffisance rénale. Toutes les questions sont très pertinentes. Ah oui, on ne laisse tomber personne. On essaye de trouver systématiquement une solution. Et donc, même, c'est vrai parce que l'insuffisance rénale altère également la masse osseuse. Et lorsqu'on a des difficultés pour mettre en place des traitements, en fait, on a monté une RCP. Donc, on fait tous les des réunions à plusieurs spécialistes pour discuter voilà. des dossiers difficiles. Donc, en fait, il y a les rhumatologues, les néphrologues et notamment aussi une rhumatologue de Saint-Étienne, du CHU de Saint-Étienne, qui est le professeur Marie-Hélène Lafache, qui connaît très, très bien les pathologies osseuses et rénales associées, pour essayer de trouver la solution optimale lorsqu'il y a vraiment des difficultés pour mettre en place un traitement anti-ostéoporotique chez les personnes insuffisantes rénales ou dialysées ou greffées rénales. Alors, on me dit que certains exercices physiques, comme marche et course, sont plus bénéfiques pour la dureté osseuse que, par exemple, vélo ou natation, en raison des petits chocs que ça pourrait entraîner. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Bah, voilà. Et c'est vrai. C'est vrai, effectivement, hein, c'est cette sollicitation osseuse qui est normale et qui doit être... Il y a deux choses qu'il faut vraiment avoir en tête pour l'activité physique. Elle est fondamentale pour l'os et pour les articulations, les deux. Et c'est vraiment justement ces petits chocs. Alors évidemment, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut faire du trampoline. Ce sont des petits chocs, mais répétés et quotidiens, qui permettent en fait de garder la solidité. On sait par exemple que les personnes qui vont dans l'espace, même s'ils sont très jeunes,
Même très sportifs. Même très sportifs, ils développent en fait une ostéoporose très rapide parce que ils n'ont plus ces petits chocs puisqu'ils ne sont plus sous l'effet de la pesanteur. Et donc, ça a très très bien fini de démontrer l'intérêt finalement de cette activité physique, à la fois pour la densité minérale osseuse, mais aussi sur le plan articulaire. C'est vraiment très très important. Et c'est pour ça qu'ils ont une petite salle de sport pour s'entretenir physiquement quand ils vont dans l'espace. Alors, est-ce qu'on me pose la question, est-ce que le fait d'avoir une thyroïdite de Hashimoto est un facteur pouvant induire une ostéoporose? Donc, plutôt finalement, alors, ça dépend. Dans quelle phase, dans quelle phase, exactement. Voilà. Là, si vous êtes dans la phase hyperthyroïdie, là, oui, ça déminéralise l'os. Si vous êtes dans la phase hypothyroïdie, là, il n'y a aucune incidence sur la masse osseuse. Alors, voilà, donc plutôt la phase hyperthyroïdienne. Hein. Oui. Ok. Il y a une question sur l'articulation sous-talienne qui était pleine de trous sur un scanner avec injection. Est-ce que finalement les os du pied peuvent être le lieu d'une ostéoporose ou d'une fragilité osseuse ostéoporotique? Alors oui, les os, alors pas les orteils, mais les os du pied peuvent être le siège d'une ostéoporose, mais honnêtement, c'est assez rare qu'on fasse des fractures des os du pied sur une ostéoporose. Et là, au vu de ce qui est décrit, je pense plutôt que c'est des trous qui sont décrits, donc c'est peut-être plutôt de l'arthrose. Moi, j'aurais plutôt pensé à de l'arthrose là. Il faut savoir aussi que voilà, donc l'arthrose, donc une autre cause, on peut avoir de la sclérodermie et une arthrose, voilà, qui se surajoute. Donc voilà, il peut y avoir d'autres explications finalement à des douleurs, même quand on a une sclérodermie, ça c'est clair. Ménopausée à l'âge de 24 ans, ostéoporose confirmée à 40 ans, est-ce que ça t'étonne? Est-ce que ça te parle? Oui, alors c'est des choses on connaît, on sait. Il y a peut-être une insuffisance ovarienne effectivement précoce. Ça, c'est le plus classique lorsqu'on est ménopausé à l'âge de 24 ans. Là, il faut individualiser la prise en charge. On ne met pas systématiquement des médicaments parce qu'il y a une ostéoporose, surtout aussi jeune. On essaye de voir s'il n'y a pas d'autres choses à mettre en place avant de passer au traitement anti-ostéoporotique à proprement parler. Donc, toujours des questions très pertinentes. Une fois qu'on fait une densitométrie osseuse, quel délai après traitement de l'ostéoporose pour finalement en refaire une, contrôler, pour savoir si on a atteint la cible? Voilà. Alors, la sécurité sociale rembourse la deuxième ostéodensitométrie lorsqu'on l'a fait à la fin d'une séquence thérapeutique, c'est-à-dire souvent au bout de 4 à 5 ans. Nous, il nous semble plus pertinent, mais malheureusement, ce n'est pas remboursé, sauf par certaines mutuelles. Il nous semble plus pertinent de faire l'ostéodensitométrie 2 ans après la mise en place du traitement, parce que si on voit qu'il y a une amélioration de la masse osseuse, ben, ça stimule mieux la personne en se disant ben, ça vaut le coup que je continue puisque j'ai gagné en tissu osseux. Donc, j'aurais proposé au bout de 2 ans, mais là, toutes les mutuelles ne remboursent pas l'examen et l'examen coûte 40 € s'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Voilà. J'ai une rhizarthrose depuis 1 an qui ne guérit pas. Alors, la rhizarthrose, donc là, on est vraiment dans une thématique qui est différente. Donc, c'est effectivement l'arthrose à la base du pouce. C'est une atteinte qui peut être très, très, très invalidante, très handicapante parce que le pouce, c'est ce qui permet de faire la pince avec le reste de la main. Et c'est justement ce qui est extrêmement gêné quand on a une rhizarthrose. Il y a des phases inflammatoires en plus dans la rhizarthrose, donc c'est quelque chose qui est potentiellement très embêtant. Alors, aucun rapport avec l'ostéoporose, donc pas du tout les mêmes traitements. En revanche, éventuellement le même spécialiste parce que le rhumatologue peut être impliqué, mais éventuellement des rhumatologues qui vont peut-être faire des infiltrations potentiellement qui peuvent être efficaces et puis qui vont proposer éventuellement aussi une attelle, une attelle, une orthèse, ce qu'on appelle une orthèse de repos, ou même d'ailleurs une orthèse de fonction dans certains cas. Donc ça, c'est à voir avec des spécialistes un petit peu de la main. Et comme vous le savez, enfin en tout cas Dominique, on en a beaucoup parlé, on a développé ici une thématique très centrée sur la main et notamment la main sclérodermique, mais qu'on va étendre à toute la main inflammatoire. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire et ne pas considérer que c'est finalement une fatalité, quoi.
Alors, je suis tombée chute arrière en juillet. J'ai une sclérodermie, une ostéoporose. Alors, celle de voilà. Depuis l'âge de 24 ans. IRM, pas de fracture, mais très mal au rachis lombaire, au point de ne pas tenir assise ni debout. Est-ce qu'une scintille serait complémentaire à l'IRM? Je ne crois pas. Je ne pense pas. S'il doit y avoir une fracture. Alors, tout dépend si éventuellement l'IRM n'a pas vu le bassin et que la scintigraphie pourrait éventuellement. Oui, c'est toujours pareil, parce qu'on n'a pas examiné. Voilà. Effectivement, le seul intérêt de la scintigraphie osseuse, ce serait de vérifier qu'il n'y ait pas de fracture au niveau du bassin, parce que l'IRM du dos ne permet pas de voir ces fractures-là. Donc, les fractures du sacrum et des branches ilio-ischiopubiennes. Donc là, la scintigraphie osseuse, oui, pourrait être complémentaire de l'IRM, effectivement. Oh là là, oui, aussi, très bonne question de Laurence. Est-ce qu'une kyphose, donc la courbure du dos, peut être le signe d'une fracture vertébrale? Eh bien, oui. Oui. Tout à fait. Hein, il faut explorer cette kyphose. Une kyphose qui apparaît, oui. Ça peut vraiment être le signe d'une fracture vertébrale. Donc, il faut faire des radiographies, tout simplement. Ça permet de dépister les fractures vertébrales. Du rachis de profil, pour bien voir. Dorsale et lombaire. Voilà. Et donc, effectivement, les vertèbres ont tendance à se casser plutôt en avant. À chaque fois. De profil, on voit toujours que les vertèbres, au lieu d'être parfaitement… Les plateaux vertébraux ne sont plus parallèles et ça casse comme ça. Et ça casse en avant. Et c'est pour ça qu'on part, ouf, on se voûte et on part complètement en avant. Oui. Voilà. Il ne parle pas d'arthrose, justement, il cherche. Et maintenant, je fais de l'algodystrophie, tant sur le pied que sur la jambe. Ah, ça, je pense que c'était avec les trous dans la soutalienne. Alors, l'algodystrophie, effectivement, alors, on n'a pas les examens, mais c'est vrai que ça donne une déminéralisation osseuse, qui est une autre cause de déminéralisation osseuse. C'est des mécanismes probablement vasculaires qui sont en lien avec cette algodystrophie et ça peut être secondaire à des traumatismes. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça fait mal longtemps. La bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours par guérir et que ça finit par guérir avec normalement une bonne reminéralisation. Donc, il faut être patient parce que c'est quelque chose qui finalement évolue bien. Donc, difficile de se prononcer sur tous les diagnostics possibles, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Y a-t-il des premiers symptômes à l'ostéoporose sans parler des fractures? Eh bien non, il y a pas. C'est une maladie silencieuse. Donc, en fait, on ne peut pas dire à part la fracture, il n'y a pas vraiment de symptômes pour l'ostéoporose. Sauf lorsqu'on se retrouve à se voûter, où là, on a mal au dos et il ne faut pas passer à côté de fractures vertébrales. Donc, on pourrait dire que la kyphose vertébrale pourrait effectivement, la kyphose rachidienne pourrait être un des signes. Donc justement, on rebondit sur la kyphose. C'était Dominique en fait qui avait posé la question. Effectivement, finalement, comment faire alors? Est-ce qu'il faut simplement accepter cette kyphose et puis se laisser entraîner vers l'avant, ou est-ce qu'il faut y faire quelque chose? Alors, déjà, il faut bien savoir quelle est la cause de la kyphose. Si jamais ce sont des fractures vertébrales, eh bien déjà, il faut arrêter cette cascade fracturaire. Donc, il y a des traitements qui sont mis en place. Et le kiné a également sa part de travail, puisque le kiné va renforcer les muscles du dos, va vous aider à travailler, à faire du renforcement musculaire et du gainage pour vous aider à vous redresser. Il y a d'autres choses qui peuvent être proposées, ce sont les corsets, mais par expérience, je trouve que ce n'est pas très bien supporté, parce que souvent, ça appuie sur la poitrine et on a l'impression de ne pas pouvoir très, très bien respirer. Ouais, je pense que vraiment, le bon conseil, c'est kiné et puis s'habituer à se redresser et activité physique. Et activité physique. C'est pour ça, le kiné, il est là pour vous apprendre à gainer et à faire du renforcement musculaire sans vous faire mal. Parce qu'il faut lutter contre cette kyphose, ça c'est sûr. Merci. Je crois qu'on a répondu, j'espère, à toutes les questions. Si on en a oublié, je m'en excuse et vraiment, vous pourrez toujours les faire parvenir à Dominique et à Laurence pour qu'on y réponde ultérieurement. Là, je crois qu'on a bien dépassé notre temps. Alors, Dominique, Laurence, je vous laisse la parole, je vous laisse conclure et merci vraiment à tous pour votre dynamisme et votre présence ce soir. C'est surtout nous qui vous remercions de votre disponibilité et d'avoir mené cette conférence avec beaucoup d'informations et de réponses à de nombreuses questions. Je vais laisser d'ailleurs quelques minutes encore la conférence en ligne pour qu'il
Si certains ont des questions à poser, ils nous les posent et on pourra vous les faire passer. Éventuellement, si vous avez quelques minutes de plus, on pourra y répondre et on les mettra soit sur le site, soit dans le prochain petit journal. En tout cas, merci infiniment pour cette soirée. Merci à Laurence pour avoir collecté toutes ces questions, à tous ceux qui étaient présents, parce qu'on a été jusqu'à 79 ou 80 à un certain moment. Et puis, je vous souhaite quand même de douces fêtes, même si elles seront un peu particulières cette année. Et je vous propose de vous retrouver donc le 29 janvier à 18 h pour cette conférence très attendue sur la vaccination. Merci à tous et bonne soirée. Laurence, tu veux dire quelque chose? Oui. La webconférence a été enregistrée, donc dès qu'on aura le lien, on pourra vous le transmettre et regarder, revoir la conférence si vous voulez. Elle sera sur le site et peut-être sur la page Facebook aussi? D'accord. Voilà. En tout cas, merci à vous. Bonne soirée à tous. Et puis à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à prendre du fromage le repas de Noël alors. Une petite question, le brebis, c'est bon? Ah oui. Bon, alors ça va. J'ai J'ai ce qu'il faut dans mes montagnes, alors ça va bien. C'est parfait. Merci à tous, bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Quand même, un professeur et un médecin de Bordeaux. Bonsoir à tout le monde, merci pour tout. Plein de questions. Et puis ça va être enregistré. Et je suis contente, vous voyez, de l'avoir. Parce que je croyais que j'arriverais pas à mettre. Je suis contente parce que bon,